Ok, ok, c'est parti. Bienvenue à tous dans le CAB, épisode 2. Déjà l'épisode 2, on n'a pas vu passer l'épisode 1, perso, je sais pas comment tu l'as ressenti Clément, mais c'était vraiment smooth, vraiment cool. Je pense que tu as déjà une idée des thématiques qu'on va aborder à la suite de ce premier épisode. Et on a décidé ici de se focaliser sur nos erreurs, en fait, les erreurs qu'on a pu faire en début de parcours, donc post-diplôme, et que tu pourrais potentiellement éviter si tu es encore en études ou si tu es encore jeune praticien, pas de souci, il est encore le temps d'esquiver les plus gros bugs, les plus grosses bêtises que tu peux faire dans cette période assez stratégique qu'est le début en fait de ta carrière libérale. Excellent, c'était très cool. Le premier épisode c'est passé très vite. J'espère que ça vous a plu, vous qui nous écoutez de votre côté. Effectivement, l'idée c'est sur les prochains épisodes de repartir des bases. Et je pense que dans ton expérience, toi Paul, et dans la mienne, on a fait des belles boulettes à la sortie de l'école. C'est clair. Euh, Moi, j'en ai fait des belles au niveau des différents investissements. Je pense qu'on va pouvoir en parler aussi sans forcément rentrer dans le technique ou dans le détail, mais vraiment des concepts à, je pense, intégrer pour que, au niveau de la gestion de votre activité et de la gestion de vos premiers investissements, ça puisse vraiment être lean, quoi, que ce soit simple et que vous évitiez les erreurs qu'on a pu faire et qui nous ont coûté sûrement pas mal d'argent. Moi, j'en ai noté 4. Donc on va les passer petit à petit. Je pense qu'il y en a certaines qu'on va avoir en commun parce qu'on fait tous des petites boulettes, je pense, au début. Est-ce que tu en as une en particulier, toi, Paul, que tu aimerais aborder peut-être la Euh, première à la sortie de l'école, un truc. Ouais, j'en ai noté comme toi, j'en ai trois, quatre. On va pouvoir voir ça. Peut-être avant de rentrer dans le vif et de tout de suite en décortiquer une, je trouverais ça intéressant de savoir, toi, Clément, de quel milieu, de quel background tu viens. Je sais pas, des petits trucs à la con, mais est-ce que tu as fait un bac S? Est-ce que tu as des parents entrepreneurs ou salariés? Est-ce que tu viens d'un milieu social aisé? Alors, t'es pas obligé de tout déballer, hein, bien sûr, tu gardes ta petite intimité, mais juste pour qu'on comprenne, si tu veux, moi, je commence. Je viens vraiment d'un milieu classique, classe moyenne. Mes parents sont salariés, vraiment pas de grosse fortune, aucune éducation financière. Et j'ai fait un bac S. Voilà pour ce que ça valait à l'époque. Je sais que ça a changé de nom. Je connais pas l'équivalent aujourd'hui, mais voilà, c'était des trucs un peu scientifiques. Tout le monde te rabâchait ça partout. Il faut un bac S, il faut des diplômes. On s'en fout de ce que tu fais après. Il faut juste les diplômes. Et ce qui fait que j'ai énormément de copains qui sont arrivés sur des débouchés totalement morts aujourd'hui, sans même parler de l'explosion de l'intelligence artificielle. Mais donc on a eu de la chance en fait de s'être orienté dans des études de médecine, enfin médical, paramédical au sens large. Et moi, il me semble que je l'avais abordé dans le premier épisode. Je m'étais lancé dans médecine que j'ai loupé. Puis après, je me suis réorienté vers kiné. Mais encore une fois, pour le background, j'avais aucune éducation financière particulière. J'étais au stade où ma mère me répétait 2 fois par an que investir en bourse, c'était perdre de l'argent. Ça peut s'écraser, ça peut se cracher. C'est Ça dangereux, peut, hein. c'est risqué. Et Ça j'ai peut. grandi avec ça. Voilà pour le background. Je sais pas comment c'était de ton côté. Bah, écoute, moi c'était à peu près pareil, hein. Classe moyenne, pas de problème d'argent, hein. On n'a jamais eu de soucis ou quoi que ce soit. Mes deux parents ont toujours travaillé, ils ont évolué dans des grandes entreprises qui ont quand même fait évoluer leur rémunération, jamais à se plaindre de quoi que ce soit niveau financier. Au niveau de mes grands-parents, c'était un peu plus compliqué, notamment au niveau de mon père, parce que en fait, moi je suis les grands-parents de mon père, enfin les parents de mon père sont immigrés espagnols. Ok. Donc, du coup, ma grand-mère était un peu femme à tout faire, cuisinière, femme de ménage. Mon grand-père, en fait, un patron français était allé le chercher en Espagne pour réparer des machines à coudre. Donc, tu vois, vraiment 2 générations au-dessus, c'était vraiment, pour le coup, beaucoup plus précaire que la génération de mes parents. Et moi, aujourd'hui, en fait, en 2 générations, ça a vachement évolué. Tu sais, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est les temps faciles font des hommes faibles et les temps difficiles font des hommes forts. Et en fait, je vais faire très attention, je pense, pour l'éducation de moi de mes enfants, notamment, parce que j'ai la chance aujourd'hui de très très bien gagner ma vie, d'avoir du coup plutôt bien réussi niveau financier. Après, il y a plein de types de réussites différentes, mais je sais que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui grâce à mes parents et grâce au fait qu'ils m'aient inculqué la valeur du travail et du fait de bosser fort pour ces objectifs et pour vraiment les atteindre, que ce soit au niveau financier, au niveau personnel ou quoi que ce soit. Donc pas forcément de background financier dans la famille.
Ma mère, et mes parents, ils ont toujours mis sur du livret A, tu vois, pour me le donner à la fin des études. Ils n'ont jamais anticipé le fait qu'investir pouvait être super intéressant quand on a un enfant pour payer ses études ou quand il a terminé ses études pour lui donner un petit peu plus de capital. Moi, mes parents, la bourse, pareil, c'était. Enfin, je pense que la génération de nos parents, ils ont été, mec, ils ont flippé avec les introductions en bourse type Eurotunnel, où tout le monde s'est fait éclater, mais genre éclater vénère, et ça a marqué une génération, hein. Je Ah, pense que les c'est discussions à clair la ça. machine à café, c'était pas cool derrière. Non, mais je pense que bah voilà, du coup, c'est drôle qu'on en parle. On a grandi dans les mêmes univers. Moi, c'est pareil. C'est beaucoup plus précaire d'un point de vue de mes grands-parents. Mon grand-père, du côté de ma mère, pareil, homme à tout faire, ultra bricoleur, il savait absolument tout réparer. Et c'est cool, t'as raison. Je pense que si tu transmets trop de facilité à tes enfants, peut-être qu'ils n'auront pas la niaque, Ouais. la faim en fait. Le fait d'avoir faim et d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des stratégies, de creuser un petit peu, plutôt que de rester passif et d'attendre tout ça. Donc peut-être que c'est quelque chose à prendre en compte. En tout cas, euh, je pense qu'on aura peut-être certaines erreurs similaires, peut-être d'autres pas du tout. Peut-être il y en a une ou deux où on ne sera pas d'accord. Bien évidemment, on ne s'est pas raconté nos erreurs avant l'épisode pour que ça reste un maximum naturel. C'est pour ça que j'ai hâte de découvrir les tiennes. Et écoute, vas-y, ben, honneur à toi. Si tu veux nous parler de ta première erreur, je ne sais pas si tu vas parler de la plus importante ou alors si tu vas plutôt le faire en ordre chronologique, c'est comme tu veux. Mais je t'écoute. Bah, il y en a une qui me vient, je l'ai pas forcément noté, mais vraiment, si je prends mes études de kiné et que je me remets dans la position à la sortie de l'école, premier remplat, première rétro. Ouais, c'était Bagdad. Genre, c'était n'importe quoi. J'ai reçu de l'argent, j'ai fait n'importe quoi. Genre, vraiment, j'ai Tu fait te souviens dans n'importe quoi tu as quoi. dépensé? Je crois que j'ai acheté un téléphone. Bon, à la limite, encore, c'est utile. Propre. Mais après, si j'étais encore à l'époque, tu vois, 22 ans, je venais d'être diplômé. J'étais un des premiers diplômés dans mon groupe de potes parce qu'il faut se rendre compte qu'à l'époque, nous, dans la fac, on était en pote aussi avec des mecs qui étaient en médecine, en pharma, en dentaire et qui étaient toujours en études, alors que nous, ça y est, on gagnait des thunes. Du coup, tu devenais un peu le premier qui gagne de l'argent et qui rince un peu ses potes. Donc moi, j'étais bien content de pouvoir sortir, aller faire des restos. Donc globalement, les 2, 3 premiers mois, j'ai pas été très économe, hein. Je pense que j'ai bien tout claqué. Et bon, j'en parle comme une erreur, mais je suis pas certain que ce soit tant une erreur que ça. Toute proportion gardée, parce que il faut aussi se faire plaisir, hein. Quand tu gagnes ta première paye, je pense que tu es bien content de pouvoir t'acheter des choses que tu ne pouvais pas t'acheter avant. Ça fait partie un peu de la récompense et il faut savoir se récompenser quand on atteint des objectifs, comme la fin des études par exemple. Super Mais, important. heureusement que ça n'a pas continué, parce que malheureusement, pour beaucoup de monde dans cette société, ce schéma-là, il reste présent trop longtemps. Donc, j'ai fait l'erreur pendant peu de temps. J'ai rectifié le tir parce que derrière, je savais un peu d'où je venais, hein. Ça vient aussi de l'éducation de mes parents en mode l'argent, on n'en fait pas n'importe quoi. Et du coup, j'ai rectifié, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voilà, sont des paniers percés, hein, comme les appelle. Ils ont les poches trouées, quoi. Genre, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et ça, c'est une des grosses erreurs. C'est que quand on est professionnel libéral de santé, on a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, on les connaît tous. On a pas mal de charges, on a pas mal de charges de travail, de patients. Euh, voilà, on va pas forcément parler de ça aujourd'hui. Mais on a quand même le luxe de pouvoir faire pas mal d'heures et donc de gagner de l'argent et de pouvoir épargner assez rapidement si on a envie de bosser et qu'on bosse quand même un volume horaire important. Et donc, épargner, c'est la base de tout. Il y a aussi une phrase que j'aime bien, c'est ce qui compte à la fin, c'est pas combien tu gagnes, mais c'est combien tu gardes. Et ça, c'est ultra important. Donc, apprendre à épargner, c'est essentiel. Et je pense que c'est une des premières erreurs à éviter quand on sort de l'école. Ouais, clairement, clairement. Et toujours voir un petit peu les deux facettes du problème. Si tu aspires à plus, à gagner plus d'argent, un meilleur train de vie, etc., ben, soit tu peux te pencher sur gagner plus. Nous, ça se traduit très clairement par rajouter des patients, finir plus tard. Soit tu peux essayer de dépenser moins. Et c'est vraiment en jouant sur ces deux facettes que tu peux vraiment développer des vraies stratégies qui commencent à devenir intéressantes. Et c'est vrai qu'en début de carrière, hein, moi, je l'ai un petit peu moins fait. Ça, pour le coup, c'est une erreur que j'ai pas faite dans le sens où on nous avait vraiment averti sur le 50-50. Donc autant le 50-50 est peut-être à remettre en question si tu veux vraiment optimiser les choses.
Autant pour commencer, c'est vraiment sécure et c'est plutôt intéressant. Mais Et ok, sympa. juste Franchement, pour, première. juste pour rebondir là-dessus, il y a un truc qui est super intéressant. Tu as dit qu'il y avait deux leviers en gros pour épargner plus et tout ça. C'est soit gagner plus, soit dépenser moins. Si tu devais en choisir qu'un seul, parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent là-dessus, je pense. Si tu devais choisir un seul levier, ça serait lequel? Gagner plus ou dépenser moins? Oh, hardcore. 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 Je serais obligé de nuancer ma réponse pour être au plus vrai. Et ça, en fait, ça dépend à qui je m'adresse. Si je suis un vraiment jeune diplômé dans les 3 premières années d'exercice, clairement dépenser moins. Clairement, clairement. Parce qu'une fois que tu as mis des bases et que tu as mis des stratégies, que ce soit une hygiène financière, personnelle, etc., que tu connais un petit peu tes ratios, tes capacités d'épargne, et si tu parles en pourcentage, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Ou alors tu vas faire un petit arbitrage si vraiment t'exploses un jour, mais tant que tu parles en pourcentage, tu as les mêmes habitudes à garder. Donc moi, c'est vraiment, on y reviendra, hein, je pense que c'est ma première erreur, c'est de pas définir une hygiène directement et surtout peut-être appliquer les mauvaises stratégies. Comment te dire ça? C'est une personne plus avancée, pour moi, il faut mieux se focus sur gagner plus, par exemple. Moi, à mon stade, je préfère investir justement dans l'écosystème Trimove que j'ai créé actuellement plutôt que d'épargner à outrance. Le retour sur investissement est largement plus gros. Je pense que toi aussi, si tu as des dépenses à faire pour améliorer la transmissibilité du contenu que tu produis, pouvoir parler à plus de personnes, pouvoir parler de manière plus qualitative, que ton message soit mieux reçu, tu vas le faire plutôt que d'aller épargner plus. Alors qu'à l'inverse, quand tu es jeune, tu te lances, prends juste des bonnes habitudes et essaye du coup plutôt de dépenser moins. Et c'est pour ça que je rabâche tout ce qui est optimisation fiscale, comptable et de se former à l'investissement, mais l'investissement petit, pas tout de suite voir holding, pas tout de suite voir des plans et des stratégies super avancées, juste simple. Qu'est-ce que c'est un ETF? Qu'est-ce que c'est S&P 500, MSCI World? Qu'est-ce que c'est un exchange? Et c'est déjà ouf. Maintenant, toi, je sais pas ce que tu en penses. Les choses les plus simples sont vraiment les meilleures, hein. Notamment en investissement, tu vois, quand tu parles d'ETF, quand tu parles des basiques, il faut comprendre que, on en parlera après, je pense, des erreurs, mais la plupart du temps, quand on va vous parler d'investissement, que ce soit immobilier ou des investissements financiers type bourse, ETF, actions, ou alors quand vous allez à la banque, c'est des fonds, un truc un peu plus complexe. Plus c'est complexe et moins vous comprenez, la plupart du temps, plus c'est pourri. Et ça, c'est une règle vraiment universelle pour les investissements, Universel. notamment financiers. La plupart du temps, quand vous allez à la banque, quand on vous propose une assurance vie avec des fonds à l'intérieur où vous ne comprenez même pas où est votre argent, moi, si je comprends pas où je mets mon argent quand j'achète un bien immobilier, je l'achète pas. Pourquoi la majorité des personnes, et notamment des profs libres, signent des PER et des assurances vie avec des trucs à l'intérieur qu'ils ne comprennent même pas? Alors ça, c'est, tu vois, c'est tout mon combat, justement. C'est tout le rôle que j'essaie d'avoir, c'est de démocratiser l'investissement financier pour que la majorité des professionnels libéraux de santé puissent comprendre à minima ce qui est fait de leur argent et qu'ils puissent reprendre un peu le contrôle dessus. Parce que, tu vois, j'ai fait un rendez-vous client avec, ce matin avec une dame. Je ne vais pas forcément citer qui que ce soit, évidemment, pour le secret professionnel, mais elle avait une assurance vie avec 58 lignes à l'intérieur. 58 fonds différents. Même moi, j'ai dit, bon, j'abdique, je vais pas aller regarder toutes les lignes parce que ça n'a ni queue ni tête. Et je lui ai refait son allocation patrimoniale. On a fait ça en 3-4 lignes. Simple, beaucoup plus efficace. Moins de frais, moins de complexité, plus de lisibilité. Et ça, c'est super, super important. Ah, c'est Je me suis clair, c'est complètement clair. paumé là. Je sais pas où je suis parti. Non, Mais bon, des t'inquiète, fois, mais je parle super comme ça. intéressant. Tu m'avais posé la question si, en visualisant le problème des deux bouts, lequel tu privilégierais entre gagner plus ou alors dépenser moins. Bon, alors, je pense qu'effectivement, c'est. Le mois d'il y a 10 ans te dirait dépenser moins. Le mois d'aujourd'hui te dirait gagner plus. Ouais, Euh, exactement pareil. Parce que il y a 10 ans, j'avais pas la capacité intellectuelle ni la structure au niveau de mes business, au niveau de mon activité professionnelle pour gagner plus. Gagner plus à l'époque, c'était simplement travailler plus, faire plus d'heures, m'épuiser et gagner plus en détriment de mon confort de vie. Aujourd'hui, c'est différent. J'arrive à gagner plus sans mettre en péril ma vie personnelle. Donc, c'est un levier qui n'a pas de plafond. Alors que on peut réduire ses dépenses, mais à un certain moment, on tombe dans la privation. Donc si c'est pour bouffer des Très pâtes vite, très pendant très vite. 3 mois parce qu'il faut absolument épargner pour investir 150 balles sur son PEA, c'est une énorme connerie.
Donc, Totalement. dépensez moins, un pourcentage, une bonne gestion financière, c'est les bases. Je pense qu'on l'abordera dans le podcast, hein. C'est un sujet qui est super important. Et une fois qu'on a ces bases-là, ensuite on cherche à activer des mécanismes que toi, Paul, tu peux enseigner, je pense, tu peux partager pour créer un bon cabinet, avoir une activité qui tourne bien, etc., etc. Et donc débloquer le levier, débloquer le plafond des revenus. Ok, bah top, on est totalement alignés là-dessus, c'est clair. Vas-y, je vais peut-être enchaîner avec ma première erreur du coup. Alors laquelle je vais prendre en premier? Je pense que je vais prendre un combat qui me tient assez à cœur en premier, parce que j'en ai été victime, hein, c'est le principe, hein, c'est nos erreurs. Mais c'était vraiment de prioriser l'apprentissage de stratégie et de techniques manuelles. Donc rester dans l'expertise métier avant d'investir sur moi et sur une expertise en fait pour plus large au sens de la vie, au sens de tes parents vieillissent, si eux n'ont pas d'éducation financière, est-ce que tu peux pas aller les aider là-dessus? Est-ce que tu peux pas prévoir s'ils auront besoin de soins, de trucs médicalisés, si toi tu as besoin de quelque chose, même pour tes enfants, pour ta transmission, pour tes impôts? Tout con, là, c'est la période en ce moment, mais remplir une 2035 quand c'est ta première fois, t'y comprends absolument rien, qu'on va pas se le cacher. Pareil, la première fois que j'ai entendu parler des courtiers, courtiers, j'ai jamais entendu ça. Il y en a plusieurs en plus, hein. Mais oui, en plus, il y en a pour tout, pour les Les assurances, pour courtiers tout pour ça. un prêt, les courtiers pour investir en bourse, le terme est utilisé pour plein de trucs différents. Exactement, et du coup ça t'embrouille, et moi je pense que c'était un peu comme tout le monde, c'est lors des premiers remplacements, tu parles, moi je suis quelqu'un de très sociable pour tous ceux qui me connaissent en vrai, tous ceux qui ont eu la chance entre guillemets de bosser avec moi, je suis assez casse-couille, on va pas se le mentir, je suis trop curieux, j'aime trop savoir quand je sens que tu as du potentiel, tu maîtrises une technique, au début c'était la thérapie manuelle, ça me passionnait, après il y avait toute la science et ce qui gravite autour du renforcement, de la programmation. Si je voyais que je remplaçais dans un cabinet et qu'il y avait quelqu'un vraiment de calé, de passionné, d'inspiré, de motivant, je devenais une sangsue et je posais que des questions. Et des fois, forcément, ça dérivait sur ces thématiques un petit peu fiscales, que je m'en fous, administratives. Ça me donnait la gerbe, honnêtement. C'est vraiment pas sexy. Et j'y comprenais rien. Et ça, c'est mon erreur. Je pense qu'elle est partagée avec énormément de monde, peut-être un peu moins sur les jeunes générations, mais c'est vraiment de ne pas s'intéresser à tout ce monde-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant qu'il y a les intelligences artificielles, pour la base des définitions, t'as juste coucou Claude, coucou ChatGPT, explique-moi comme à un gamin de 12 ans, qu'est-ce que c'est la différence entre le brut et le net. Brut net, c'était une des premières définitions que je savais même pas capter. Tu peux pas avancer si t'es pas au clair sur toutes ces définitions. C'est vraiment la phrase que je dis tout le temps, si la vie était un jeu et que tu connais pas les règles, t'as déjà perdu, mon gars. Donc vraiment, ça, c'est mon erreur numéro 1. Vouloir te former sur des techniques, te former pour être meilleur en manuel, en programmation, en bilan, c'est super important tout ça. Je dis pas qu'il faut pas se former, hein. Me faites pas dire après avec des cuts ou je sais pas quoi que je suis contre les formations. J'ai dépensé des milliers d'euros en formation, c'est le cœur du métier. J'ai toujours eu une vision premium. Mais à quoi bon en fait si tu peux pas au bout d'un moment réévaluer ton salaire? Et je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là. Après 10 ans d'exercice, la passion elle s'estompe. Ça veut pas dire que tu es dégoûté du métier. C'est juste que la passion du début où tu pourrais limite des fois travailler gratuitement parce que t'es passionné, la reconnaissance des patients après un traitement, une thérapie, c'est incroyable. Mais au bout de 10 ans, déjà, pour la plupart, on commence à avoir une famille, des projets de vie, etc. Et on se défocus du cabinet, on se défocus du métier. Et là, quand tu te rends compte que tu n'as rien mis en place pour soutenir tous ces projets-là, ça fait mal. Et heureusement, j'ai pu ouvrir les yeux quand même assez rapidement, mais ça m'a pris bien 5 ans, quoi. Je vais rebondir, j'ai fait un appel avec un kiné très récemment que je connaissais de la fac. Donc on s'était perdu de vue, hein, on n'était pas dans la même école et tout, mais bon, en fait, tu vois, avec mon activité, je retombe sur des personnes que je connaissais il y a 10 ans, 10-12 ans. Trop Et en drôle. fait, il m'est apparu presque en burn-out, ce mec-là, ce kiné. Il était vraiment au bout du roule. Genre, ça se sentait qu'il aimait son métier, mais que vraiment, il tirait sur la corde. Et en fait, on a parlé un petit peu de finance, etc. Parce que moi, c'est mon milieu, hein, c'est mon dada. J'accompagne au niveau financier à optimiser les investissements, le patrimoine et tout. Et en fait, au niveau patrimonial, il s'est rendu compte que, à part une résidence principale et un petit peu d'épargne de côté, donc je vais pas forcément dire le montant, mais pas suffisamment pour se sentir en sécurité, mais il n'avait pas construit grand-chose. Et ça revient un petit peu aux règles du jeu dont tu parlais tout à l'heure, c'est que
les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Globalement, mec, je sais pas si tu te rappelles, je vais te faire une anecdote parce que je sais que tu as joué aussi et tu avais mis une chanson, je t'avais fait une remarque, j'avais répondu à ta story une fois, mais je crois qu'on a tous les deux joué à Dofus quand on était petits. Ouais, de ouf, de ouf. Dofus, pour moi, ça a été presque l'école du business. Parce que, en fait, Dofus, au début, tu joues, tu te bats contre des monstres, etc. Tu montes en niveau, etc., etc. Enfin, tu fais ton petit bout de chemin, mais ce qui fait que tu deviens extrêmement fort à Dofus, c'est la thune. Bah, je me permets une petite correction. Ce qui fait que tu es extrêmement fort, alors bien évidemment, le moyen, c'est la thune. Au final, c'est l'équipement. Donc, faut Ouais, s'imaginer le jeu que tu as tout dit, hein, tu te bats contre des monstres, tu as des donjons, et en battant ces donjons, au final, bah, tu as des grosses ressources. Les ressources, tu les utilises pour faire les meilleures, les plus belles pièces d'armure qui sont fortes. Et du coup, pour obtenir tout ça, bah, il faut de l'argent, tu l'as dit. Et c'est évident que c'est tellement formateur. Tu as beau faire des petites actions, en fait, des fois, tu as juste à rencontrer la bonne personne au bon moment, faire anticiper, développer ta stratégie, et ça te change totalement ta partie, en fait. exactement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité professionnelle, quand tu es prof libre ou peu importe le métier, c'est une sorte de jeu vidéo, tu vois. Mais tu es dans ton propre jeu vidéo à toi, et si tu connais pas les règles, tu perds. Donc les règles, c'est quoi? C'est comprendre la comptabilité, comprendre qu'est-ce qui te reste à la fin, quelles sont les charges que tu dois payer, comment est-ce que tu dois optimiser tes charges pour, in fine, garder le plus d'argent possible. Et après vient l'investissement, tu vois. C'est une fois que tu as compris tout ce qu'il y a en amont qui fait que tu as de l'épargne à investir. Mais c'est extrêmement important, je pense, tu as raison de comprendre les bases. Et si tu devais donner trois conseils, là, par exemple, à un nouveau diplômé qui sort, je sais que toi, tu es plus en contact avec eux, et moi, ça va me faire du bien ce podcast parce que de discuter avec un kiné, je me rends compte que finalement, ça fait quand même, tu vois, ça fait presque 2 ans et demi que j'ai arrêté la profession. C'est proche, mais en même temps, c'est loin, tu vois, j'ai un peu perdu quand même ce C'est clair. contact du métier que toi, tu as encore. Et du coup, c'est méga intéressant. Et du coup, ce serait quoi un peu les trois conseils que tu donnerais à un nouveau diplômé, truc un peu pratique? Hum, Bah déjà, le premier, ça va être de se former. Voilà. Là, j'ai craché un peu, évidemment, sur tout l'aspect pratique, technique et spécifique à la kiné, si t'es kiné, mais ça reste crucial. Pour ça, du coup, inhérent à ce premier conseil, c'est déjà d'être au fait, de découvrir les deux entités qui peuvent t'aider. Il y en a une qui est amenée à disparaître, malheureusement, c'est le DPC. Et la deuxième, c'est le FIFPL. Donc ça, c'est deux organismes qui vont subventionner tes formations. Ça veut dire qu'ils vont prendre en charge une partie, voire la totalité du montant, en fonction évidemment du coût de la formation. Et ça, c'est super important. Petite parenthèse, je sais plus lequel des deux ne finance pas les remplaçants. Et ça, pendant très longtemps. Donc déjà, le fait de découvrir cet organisme, tu te sentais cool, j'ai un peu un hack, je vais utiliser ça et tout. C'est trop cool, c'est de l'argent qu'il faut prendre tous les ans. Et un jour, donc c'est à la fin ou au début de la formation, je sais plus, c'est très flou, ça remonte à plusieurs années. Je découvre qu'en fait les remplaçants ne sont pas éligibles. Donc, plus grosse dinguerie. Et encore une fois, bah, c'est les règles du jeu, je les ai pas apprises jusqu'au bout. Donc le deuxième, il est plus important, mais ça va être vraiment d'essayer de vous faire un glossaire, de vous faire un dictionnaire, une liste de tous les termes qui peuvent être inhérents en fait à la pratique de l'exercice libéral. Et ça, encore une fois, à l'ère de l'intelligence artificielle, il n'y a même pas besoin de payer de formation, il n'y a rien à faire. Encore une fois, Claude, Gemini, Grok, ChatGPT, peu importe, tu ouvres ton LLM et tu lui demandes, tu es un expert en fiscalité française, des professions libérales. Je suis kiné, je viens d'exercer. Quel est, selon toi, tous les organismes, les taxes auxquelles je vais être confronté au cours des 2 prochaines années? Et là, c'est important que tout ce qui est CFE, tout ce qui est impôt sur le revenu, tout ce qui est URSSAF, tout ce qui est Carpinco, toutes ces entités que tu saisisses un petit peu qui elles sont et à quel moment de l'année elles vont intervenir. Pareil pour la cotisation de l'ordre des kinés, toutes ces petites entités, tous ces petits prélèvements, bien les avoir et les intégrer et les anticiper. Parce que tout ça, ça découle directement d'une autre de mes erreurs. C'est qu'en fait, il y avait tellement de lettres quand tu crées une entreprise en France. Parce qu'évidemment, quand tu es kiné, tu dois créer ton entreprise. Tu as un numéro SIRET, pareil. Encore du chinois quand tu débarques dans tout ça. Numéro SIRET, numéro sirène. Et tu reçois plein de courriers.
Et, et moi, un jour, je reçois CFE, truc à payer. Je me dis, ah, encore un scam. Genre, ils vont vraiment croire que je vais payer ça. Et la première année, mais je ne l'ai pas payé. Évidemment, je me suis fait relancer. Évidemment, au bout d'un moment, j'ai quand même tapé ça sur Google et j'ai vu que c'était pas un scam. Et du coup, j'ai payé avec une petite majoration. Mais voilà. Troisième conseil maintenant, j'en ai pas vraiment, mais ça va être de vraiment se garder une passion et de pas forcément all-in à fond dans le métier. Alors évidemment, quand tu débarques, t'es plein d'énergie. Si t'es plein d'énergie, c'est même cool pour faire plein d'argent. Mais il y a un moment, il faut quand même cultiver cette vie privée. Tu en as parlé juste avant. Je pense que la santé mentale chez les soignants et chez les libéraux au sens large, c'est un vrai sujet. Je suis vraiment pas la meilleure personne pour en parler. Tout a toujours très bien roulé dans ma vie. Mais force est de constater que c'est un vrai problème. Et du coup, moi, naturellement, j'ai toujours cultivé des passions. J'ai toujours été attiré par des choses. Même là, tout ce qui est entrepreneuriat, ça me passionne. C'est vraiment, je pourrais bosser de 5 heures du mat à 23 heures sans m'en rendre compte. Donc c'est vraiment une chance et c'est ça qui m'a aussi un peu éloigné de la pratique au cabinet. Mais en tout cas, si toi tu travailles du matin au soir, prends quand même du temps pour toi, pour développer tes projets. Et j'en parlerai peut-être après dans ma prochaine erreur. Mais ça sera un aspect aussi intéressant que pour moi il y a plusieurs types de professionnels libéraux et d'autant plus en 2026. D'accord? Mais avant ça, je te laisse peut-être nous parler de ta prochaine Ouais. erreur. Et avant de parler là-dessus, tu vois, moi, j'ajouterais peut-être un troisième point. Je sais pas ce que tu penses des logiciels de comptabilité type Indie. Je sais que ça Ouais. revient beaucoup avec les personnes avec lesquelles je discute. Et quand moi j'ai commencé, et quand nous on a commencé il y a 10 ans, ces logiciels-là, ils n'existaient pas. On était quasiment obligé de passer par des experts comptables Ou le qu'on faire payait quand soi-même, même exact. assez cher, hein, mais en réalité, c'est juste une histoire de discipline. Mais la comptabilité des BNC, donc des professionnels libéraux de santé, elle est extrêmement simple, hein. Vraiment, c'est extrêmement simple. La seule chose qui est relou et qui est compliquée, c'est d'avoir la discipline de le faire tous les mois, par exemple. Et si tu as la Exactement. discipline de le faire tous les mois, tu vas gagner beaucoup d'argent parce que tu vas pas avoir un expert comptable à payer, tu vas pas avoir de trucs en retard à droite à gauche avec des factures, tu sais plus où elles sont, etc. Donc fais-toi un dossier sur l'ordi ou papier avec tes tickets, tes factures et tout. Tous les mois, tu te mets un rappel dans l'agenda avec je dois rentrer mes documents sur Indie. Et tu vas payer, je sais pas à combien est l'abonnement Indie, mais tu vas sûrement gagner facile 1000 balles par an sur ta comptabilité. Et ça va pas te prendre beaucoup plus de temps au vu de la complexité d'une comptabilité BNC, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça aussi, c'est un petit tips qui va un peu avec les règles Clairement, du jeu de comprendre la compta, quoi. clairement, clairement. Après, de toute façon, là, on arrive à un moment charnière pour tout ça, avec la facturation électronique, plus l'essor de l'intelligence artificielle. Va y avoir beaucoup, beaucoup de logiciels qui vont arriver sur le marché. Je pense que tout ça va vraiment se simplifier. Mais tu as raison, Indie, pour les citer, il y en a plein d'autres. Il y en a plein C'est une d'autres, ouais. solution vraiment pertinente. Si tu as un petit peu un profil hybride, si tu es ultra débrouillard, au début, tout faire toi-même et te sortir les doigts pour justement apprendre tout ça, ça peut être une option. Attention, tu peux te casser les dents. Euh, c'est peut-être pas ce que je recommande. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque, d'où certaines erreurs. Après, si tu souscris à un logiciel comme tu l'as dit, Indie par exemple, bah, tu vas être guidé entre guillemets. Voilà, tu vas être au fait des principales entités avec lesquelles tu auras à interagir, les cotisations à payer, etc., etc. Après, si tu as un profil un petit peu plus entrepreneur, entre guillemets, par exemple, tu veux lancer ton cabinet, tu veux continuer à optimiser ton activité, on va parler ici de hors nomenclature, etc., etc., développer des offres un petit peu hors convention, bah là, moi, je suis toujours plus à recommander les conseils d'un expert comptable. Encore une fois, surtout si tu fais du chiffre, ça reste quand même déductible de ton chiffre. Donc, c'est pas non plus une perte sèche d'argent. Bien évidemment, si tu peux éviter de les sortir au début, réfléchis-y deux fois, ça c'est clair. Mais pour les profils les plus avancés, trouver un bon expert comptable que tu peux challenger et que lui-même va te challenger sur tes stratégies, je pense que ça reste le meilleur conseil. Ouais, 100%, c'est peut-être pour des profils qui sont légèrement différents. Tu vois, à la sortie de l'école, pour un mec un peu Exact, ouais. débrouillard, un logiciel peut faire le taf dans un début d'activité. Et ensuite, quand l'activité s'étend avec une création de cap, par exemple, et une activité plus fournie, bah là, l'expert comptable a tout son rôle, évidemment, hein. Je ne tapais pas du tout sur les experts comptables, Ah, moi, je on leur est tape bien d'accord dessus très là-dessus. régulièrement parce C'est que, vrai. oui, comme Il y les en a des kinés, bons, il il y y en en a a des moins bons. des. Ouais, exactement. C'est comme toutes les professions, tu vois. Partout pareil. Mais faut en trouver un bon et c'est vraiment quelque chose d'indispensable, en tout cas à l'heure actuelle. Clairement. Du coup, pour mon erreur, je vais partir un peu plus sur les investissements que j'ai pu faire. Parce que je ne vais pas forcément parler de l'immobilier de suite, j'en parlerai peut-être après dans la deuxième partie de ce podcast.
Euh, je vais rester un peu sur les erreurs qu'on a citées jusqu'à aujourd'hui, mais pour moi, la plus grosse erreur que j'ai pu faire, c'est ne pas me former. Et en fait, c'est con, mais je fais juste une boucle avec ce qu'on disait juste avant, parce que ce point-là, tout le monde, on dit tout le temps, ouais, se former, ça coûte de l'argent, etc., patati, patata. Oui, c'est vrai. Mais par contre, tout ce que tu vas apprendre et tout ce que tu vas pouvoir en tirer pour avoir du bénéfice derrière, ça n'a pas de prix. Donc, moi, je ne me suis pas formé sur les investissements, notamment financiers au début, ce qui fait que j'ai délégué mes investissements. Donc, bonjour, monsieur l'assureur, à la MACSF, hein, ou Médical, ou Alliance, ou Crédit Agricole, enfin voilà, pour tous les citer et pas dire où j'étais précisément, un petit peu partout. Du coup, donc, globalement, j'ai signé des contrats que je ne comprenais pas, donc assurance vie. J'avais également un PEA bancaire en gestion pilotée. Donc en fait, j'avais commencé à investir de façon 100% déléguée, sans avoir à aucun moment posé la question des frais, de ce qui allait être mis à l'intérieur, des performances que je pouvais en attendre. Et en fait, ça revient avec ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau de la formation. L'erreur principale, c'est pour moi de ne pas avoir pris le temps d'apprendre à investir parce que ce n'est pas extrêmement compliqué. On nous fait croire que c'est complexe, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais ça n'est pas complexe. Si tu as réussi à devenir kiné, dentiste, médecin, tu as vu des choses sûrement beaucoup plus complexes sur le corps humain que la finance, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire sur la finance et la complexité que ça peut représenter. Et la finalité, c'est que vu que je n'étais pas formé, j'ai délégué, j'ai eu de mauvais investissements, mais au-delà même des mauvais investissements, je pense que ma plus grosse erreur, c'est qu'avec le manque de connaissances et donc le manque d'aisance que j'avais avec mes placements financiers, je n'ai pas investi assez par rapport à mes capacités quand j'ai commencé à investir. Et là, aujourd'hui, j'ai un énorme manque à gagner parce que quand j'ai commencé à investir, c'était en 2018, mes premiers investissements. J'avais une capacité d'épargne qui était vraiment intéressante et j'avais déjà épargné de côté, enfin, j'avais déjà mis de côté pour pouvoir épargner pas mal d'argent et pour pouvoir investir pas mal d'argent. Et je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas à l'aise. Au final, depuis 2018, si on regarde le marché, il a quand même évolué, je pense là à la louche de à minima 90% depuis 2018. Je vais juste regarder vite fait les chiffres précis, comme ça tu peux potentiellement rebondir sur ça. Mais en gros, pour revenir sur ce que je disais, c'est que le manque d'information, le manque d'aisance avec mes investissements a fait que je n'ai investi que très peu d'argent par rapport à ce que j'aurais pu réellement investir. Et donc j'ai un manque à gagner qui est énorme aujourd'hui parce que intérêt composé, on pourra y revenir un petit peu plus tard, je pense. Mais tout l'argent qui aurait pu être investi en 2018 aurait fait beaucoup, beaucoup de petits, alors que finalement, il en a fait que très peu parce que j'étais sous-investi. Et pour Totalement parler d'accord. de 2018 jusqu'à aujourd'hui, le marché, il a fait 155%. Waouh, ouais, Marché mondial. t'étais un peu en dessous. Ouais, Ouais, largement en dessous même. ouais, dinguerie. Mais d'ailleurs, toi, comment t'es arrivé dans cet univers, Clément, là? Comment tu t'es rentré en contact avec ce... Ouais, en gros, j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'ai épargné en tant que kiné. Donc, je commençais à avoir de l'argent de côté. J'avais acheté ma résidence principale, un achat très mauvais. Je pourrais y revenir tout à l'heure, je pense. Du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, mais de loin, j'avais pas trop confiance. La bourse, c'était dangereux. Je comprenais pas trop. Je mettais mon argent, du coup, j'en mettais pas beaucoup. Tu vois, j'étais déjà flippé de mettre 1000 euros, tu vois. Alors que 1000 euros, factuellement, ça n'aurait absolument rien changé à ma vie si je les perdais même à 100% quand j'ai commencé à investir. Ok. Donc ça, c'était un peu le tout début. Et puis arrivé le Covid, grosse pause au cabinet, 1 mois et demi à la maison. Qu'est-ce que je fais? Bah, je prends un sujet et j'essaie de le dégommer. Et là, j'ai pris tous les livres, toutes les vidéos YouTube. J'ai vraiment essayé de creuser au maximum le sujet de l'investissement. Et c'est à partir de là que j'ai repris la gestion. Du coup, que je suis passé en ce qu'on appelle en gestion libre, hein. Donc, c'est moi qui gère mes propres portefeuilles et mes propres investissements. Et depuis 2020, je ne délègue absolument rien. Donc, j'optimise au maximum les choses avec très peu de frais, avec une gestion qui peut être simple pour une partie et un peu plus complexe sur une autre, puisque j'ai à la fois des ETF et j'ai aussi des actions individuelles. Donc, je fais des analyses d'actions et du coup, j'investis sur des entreprises, voilà, hein, par exemple Google. J'investis directement sur Google. Et c'est venu comme ça ETF, et ça m'a passionné. on est d'accord, ouais. ETF, tu peux nous préciser, très vulgariser ce que c'est pour les deux, trois personnes qui seraient pas au courant? Ouais, un ETF, c'est un produit financier qui est extrêmement intéressant pour diversifier quand on investit en bourse. Pour faire très simple, en France, un truc qui est très connu, c'est le CAC 40. Le CAC 40, je pense que tout le monde connaît. C'est, ou en tout cas, une grande, grande majorité des personnes connaissent le CAC 40, mais c'est ce qu'on appelle un indice en bourse qui va regrouper les 40 plus grandes entreprises françaises. Et cet indice, il a une performance. Donc, c'est la performance du CAC 40.
En Avant les gros, si les ETF, 40 meilleures, désolé, je te coupe, hein, mais si les ouais, 40 meilleures entreprises, les 40 plus grosses entreprises françaises, elles performent bien. Total, par exemple, récemment, là, voilà, a du très fait bien des performé. hausses, ça a très bien performé, etc., etc. Donc, tu es en train de nous dire que bah, le CAC 40 reflète tout ça, et donc lui aussi, cet indice va monter. C'est ça? Exactement. L'indice va avoir la performance des 40 entreprises qu'il a à l'intérieur en fonction de leur pondération. Donc Ok. Total et LVMH vont peser plus dans l'indice qu'une entreprise comme Orange ou Renault par exemple. Ok. Donc ça c'est l'indice. Mais l'indice, on ne peut pas investir dessus parce que c'est pas un véhicule pour investir. Donc avant les ETF, si on voulait répliquer la performance du CAC 40, si on voulait avoir la même performance que le CAC 40, il aurait fallu investir sur les 40 entreprises une à une et respecter leur pondération une à une. Donc extrêmement compliqué. Faire un truc Donc comme ce que tu parlais avant avec 58 lignes et, ouais, et tu exactement. prends Un des truc, risques. un Ok. bourbier pas possible. Personne fait ça. C'était quelque chose qui n'était pas fait dans tous les cas parce que beaucoup trop complexe. Et il fallait en tout cas le faire, ou en tout cas voilà, investir sur des fonds avec beaucoup de frais qui, eux, faisaient cette gestion, mais du coup, ça mettait un intermédiaire qui grappillait des frais au passage. Et du coup, il y a un monsieur qui s'appelle John Bogle aux États-Unis qui a inventé la gestion indicielle. Donc la gestion indicielle, c'est quoi? C'est justement ces ETF qui ont été créés et qui permettent de répliquer la performance d'un indice. Donc on n'achète pas un indice CAC 40, on va acheter un ETF CAC 40. Cet ETF est basé sur l'indice CAC 40 et quand on achète un ETF CAC 40, on va obtenir la performance du CAC 40. Et Donc, donc au si je lieu d'acheter simplifie, 40 entreprises, ouais, c'est ça, c'est eux, en fait, c'est l'organisme auquel tu vas acheter cet ETF. Toi, tu achètes un truc, tu vas au magasin, tu achètes un truc pour simplifier, exactement. et c'est lui qui s'embête après à acheter ou ne pas acheter, hein, il y a différents cas, mais en tout cas, c'est lui qui assume le fait d'avoir les 40 vraies actions des sociétés pondérées, etc., pour reproduire cet indice que toi, tu veux acheter, c'est ça? Exactement. Et donc du coup, on se retrouve à acheter un seul produit, ce qui est beaucoup plus simple pour répliquer la performance du CAC 40. Mais du coup, les ETF peuvent suivre énormément d'indices. Il y a énormément d'indices dans le monde. Ça peut être le CAC 40, ça peut être ce qu'on appelle le S&P 500, c'est les 500 plus grandes capitalisations, donc entreprises américaines. Ça peut être le MSCI World, qui est très connu. C'est 1600 entreprises dans le monde, avec des US, de l'Europe et du Japon majoritairement. Tu peux acheter un indice, donc un ETF marché émergent, etc., etc. Donc on pourra peut-être faire un épisode dessus Ouais, au bien sûr. complet, ça sera un sujet intéressant, mais du coup c'est un produit qui est super intéressant pour investir parce que c'est simple, très diversifié, et quand on a un horizon très long terme, oui, il y a de la volatilité, oui, il y a du risque parce que derrière ce sont des actions, mais au lieu d'acheter une action et de faire all-in sur celle-ci, tu en achètes un panier très diversifié, donc s'il y en a une qui monte et une qui descend, tu vas avoir une performance moyenne. Ok, et du coup, pour revenir avant que je te coupe, toi, justement, tu investis sur des ETF, et à côté de ça, tu prends aussi, tu fais du stock picking, tu choisis des actions précises, donc pas un groupement comme on vient de le voir. Vraiment, par exemple, LVMH, je sais pas, pour X raisons, tu as fait ton analyse fondamentale, tes recherches, tu y crois fortement, bah, tu achètes en plus des actions juste de LVMH, par exemple. C'est juste un exemple, bien évidemment. Ouais, exactement. L'idée, c'est Ok. d'avoir. Moi, j'ai une stratégie que j'appelle SPAC. Donc, c'est un socle passif. Le socle passif, son nom, c'est justement basé sur la passivité des ETF. Donc, c'est un portefeuille d'ETF. Et à côté de ça, j'ai ce qu'on appelle des actions de qualité. Donc, mon idée, c'est d'aller me forger des convictions bien précises sur certaines entreprises et donc augmenter la pondération dans mon portefeuille. Donc, par Ok. exemple, tu parlais de LVMH, ou je te prends l'exemple de Google. Google, en avril 2025, il y avait une narrative qui était plutôt négative sur Google, avec un potentiel démantèlement entre la partie recherche, hein, donc Google Chrome qu'on connaît tous, là, Google, et la partie cloud, etc. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais la narrative était mauvaise. Pour moi, à ce moment-là, Google était une très bonne entreprise avec un prix très accessible par rapport à ses fondamentaux. Donc, j'ai acheté Google, et depuis que je l'ai acheté, l'entreprise a fait 160%. Le S&P Banger. 500, l'ETF, en tout cas le marché américain, n'a pas fait 160% depuis avril dernier. C'était une opportunité. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une partie très diversifiée et d'aller saisir des opportunités au cas par cas pour composer un portefeuille à la fois diversifié et performant. Ok, et tout ça, toutes ces connaissances, tu les as au début, tu as lu deux, trois livres, tu as regardé énormément de contenu YouTube, et du coup, on y revient, mais c'est gratuit en fait tout ça. Donc il n'y a vraiment Ouais, aucune excuse. Tu as commencé ton... Bien évidemment, tu as fait des formations payantes, je m'en doute bien.
Mais si on commence à parler d'une loi de Pareto, 80-20, je pense que vraiment avec 20% d'efforts, tu peux avoir 80% des connaissances et la plupart gratuitement sur les bases. Après, c'est évidemment, enfin, tu vois, toi, tu as choisi Google, tu as le background, tu as fait des formations payantes pour faire une analyse de qualité et choisir justement Google, ce qui a augmenté, en fait, tiré vers le haut ta performance, magnifique. Bah ça, évidemment, si tu veux arriver à ce niveau-là de maturité, il y a un moment, il faudra payer, ça j'en suis conscient. Mais pour la base des bases des bases, tu peux rien, je pense que tu es d'accord avec moi, rien que mettre des sous sur S&P 500 MSCI World, tu vois, encore une fois, moi je peux pas me permettre de faire du conseil en investissement, mais c'est qu'un exemple éducatif ici. Bah, théoriquement, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Historiquement, si tu regardes l'évolution de ces indices-là, non. Bah, dans tous les cas, en fait, c'est très simple au niveau des placements financiers. Tu as différents horizons d'investissement. Tu as le court terme, le moyen terme, le long terme. Court terme, c'est ta sécurité. Donc, en gros, quand tu es professionnel libéral, tu gardes ton épargne de sécurité personnelle pour être à l'aise, peu importe ce qui se passe dans ta vie, si tu as un pépin. Tu gardes ta trésorerie professionnelle pour payer tes charges, avoir un fonds de roulement. Ensuite, en moyen terme, tu gardes tout ce dont tu as besoin pour tes projets qui peuvent arriver rapidement, un apport pour une maison, un apport pour une création de cabinet, un voyage, un mariage, peu importe. Tout ce dont tu vas avoir besoin bientôt. Et au-delà de ça, tout ce qui dépasse, tu dois l'investir. C'est même pas tu peux l'investir, c'est tu dois l'investir. Parce que tu n'en as pas besoin à court terme, et tout ce dont tu n'as pas besoin à court terme, finalement, ça ne sert à rien sur tes comptes en banque. Et c'est là où il y a la majorité des personnes qui se trompent, c'est qu'ils ont plein d'épargne de côté, ils ont du cash, ils se sentent rassurés par ça, mais en fait, il y a quelque chose dont on n'a pas forcément parlé et qui est un peu la base de tout, c'est ce qui s'appelle l'inflation. Donc l'inflation, c'est en gros une perte de pouvoir d'achat les années qui passent. Petit à petit, ta baguette qui coûtait 1 euro en 2020 va coûter 1,20 € en 2030 et finalement, tu as perdu 20% de pouvoir d'achat. Ouais, Sauf que exactement. Même pareil avec les kebabs. Le kebab, à l'époque, menu complet, 5 euros. 5 balles. Voilà. Bah, là, maintenant, c'est minimum 15 balles. Je sais pas. Enfin, ça dépend. Peut-être j'abuse. Mais en gros, tout le monde a noté ça. Tout augmente. Et le corollaire de ça, c'est pas que tout augmente. C'est que la valeur de ton argent, en fait, elle baisse chaque année, chaque année. Exactement. Et du coup, investir, c'est une protection premièrement contre ça. Il y a 2 objectifs à investir. C'est un, se protéger de l'inflation. Donc faire en sorte que ton argent rapporte au minimum l'inflation pour garder le même pouvoir d'achat de manière continue avec ton épargne. Et le deuxième objectif, c'est de faire fructifier ton épargne, donc obtenir une rentabilité, une performance supérieure à l'inflation. Là, on rentre un peu dans le technique. Je pense qu'on peut revenir un peu sur les erreurs, mais ça, c'est plein de sujets, moi, qui me passionnent. Et Non, ça, c'est pour le coup, c'est mon passionnant, c'est quotidien, passionnant. tu vois. Ça, c'est mon quotidien, donc j'adore ça. Je pourrais en parler des heures et des heures et des heures. Mais du coup, ouais, donc pour revenir par rapport à ce que je disais, c'était que apprendre tout ça n'est pas si compliqué que ça. Et ça permet d'éviter des intermédiaires qui vont vous prendre énormément de frais et qui vont faire que votre performance finale sera beaucoup moins importante. Et donc, au lieu de faire peut-être 6% par an, vous allez faire plus que 4% par an. Et on se dit, ouais, c'est que 2%, etc. Mais je pense qu'on fera un épisode sur les intérêts composés peut-être un jour pour bien expliquer que 2% par an, ça fait des dizaines de milliers d'euros à la fin de différence. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Ah, mais c'est clair, là. C'est clair que t'es rentré un petit peu dans le technique et je pense que c'est intéressant, moi le premier, hein, rafraîchir les bases, même essayer de parler à tout le monde. Pour parler à tout le monde, forcément, il faut aussi revoir les bases. C'est évident que peut-être la plupart qui nous écoutent savent très bien ce que c'est un ETF. Par contre, moi, tu vois, je savais pas qui l'avait inventé. Donc, c'est toujours intéressant, tu vois, de plonger un petit peu dans les détails et d'avoir un peu plus d'infos par rapport à tout ça. Toi, du coup, ça serait quoi un peu ta prochaine erreur? Bah, la prochaine erreur, elle découle un peu de ce que tu viens de dire, mais à l'inverse, je sais pas si on va être d'accord à 100%, mais tu vois, toi, tu nous as fait part de quand tu es arrivé dans la vie professionnelle, tu as beaucoup travaillé, tu avais quelque chose de côté, et du coup, c'était un devoir pour toi d'investir. Tu l'as même pas assez investi au vu de tes capacités à l'époque. Moi, quand je suis arrivé dans le monde actif, alors comme toi, hein, j'ai eu aucun problème d'argent toute ma scolarité, mes parents ont toujours tout payé. J'ai une grosse chance, hein, j'avais des potes, encore une fois, qui avaient des prêts étudiants qui viennent de les clôturer cette année pour certains. Donc ça, je suis très reconnaissant. Par contre, en propre, je crois que j'avais quelque chose comme 1500, 2000 balles, en fait. Et 1500, 2000 balles, bah, c'est bien, tu vois, tu payes un loyer, tu tiens largement un mois, mais et moi, en fait, j'ai très vite commencé à m'intéresser à l'investissement de par un pote. Et mais forcément, bah, tu t'intéresses à quoi? Et c'est ça un peu mon erreur. Tu t'intéresses aux stratégies avancées. Tu t'intéresses aux trucs un peu sexy.
Voilà, matelas de sécurité, pas sexy. Tu veux te bats les couilles, tu vois. Non, Clairement. je veux pas garder des sous de côté, je veux investir, je veux acheter des actions, tu vois. Et ça, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des choses comme ça, comment faire une analyse fondamentale, qui me servait à rien. Tu viens d'être kiné, t'as 2000 balles, même si je fais 10%, voilà, que j'investis mes 2000 balles, ça fait quoi? Ça fait 200 euros, ça va rien changer à ma vie. Et ça, c'est un des problèmes. C'est que paradoxalement, je me suis quand même intéressé assez tôt à l'investissement. Euh, mais plus en mode hobby. Tu vois, il y en a qui matent des vidéos de Squeezie en mangeant voilà, sur YouTube ou le soir. Il y en a qui matent d'autres choses. Moi, c'était plus des vidéos d'investissement, mais c'était en mode un peu démo. C'était en mode virtuel. Ça veut dire que j'investissais pas Ouais. vraiment de côté. C'était vraiment pour emmagasiner de la connaissance. Et, bah, c'était cool, tu vois, je crache pas dessus. Mais tant que tu passes pas à l'action, ça sert à rien. Et surtout, on revient au tout début de l'épisode, c'est dépenser moins ou gagner plus. Ben là, il fallait clairement que je mette le focus sur gagner plus avant de m'inquiéter de problématiques comme ça. Donc j'aurais eu meilleur temps, en fait, d'aller chercher des stratégies pour gagner plus, plutôt que penser investissement, alors que je faisais la kiné life en Guadeloupe, un mois de remplat, un mois de vacances, et que je mettais absolument rien de côté, tu vois. Et est-ce que tu Donc, penses pas que c'est ça justement qui t'a emmené là où t'en es aujourd'hui? Parce que moi je suis d'accord je suis d'accord avec toi comme quoi c'est pas la priorité d'investir beaucoup dès le départ. Par contre, l'avoir un peu l'état d'esprit de, tu sais ce qu'on appelle l'état d'esprit de croissance, en gros d'apprendre, de développer des compétences, d'aller être curieux sur le fait, voilà, de comprendre comment l'investissement fonctionne et tout. Même si tu investis que 100 balles par mois, tu vois, c'est peut-être ces premières briques qui font qu'aujourd'hui t'en es là où tu en es, non? non, ou alors je nuancerais dans, comment dire? En fait, ça va dépendre de ton profil. Et moi, j'étais clairement dans le profil numéro 2. On va partir sur le profil numéro un. Pour moi, c'est la plupart des soignants libéraux. Et c'est voilà, des kinés, par exemple, si on parle de kinés ici, c'est des kinés qui font des heures normales, qui ont un bon chiffre d'affaires, un petit peu ton profil. Quand t'es sorti d'école, t'es tout de suite. Toi, par exemple, je pense pas que t'es vagabondé, fait des trucs je prends 2 mois de vacances, je vais explorer avec des amis, je vais faire des sorties bateau et cramer tout ça. Tu vois, je pense pas que t'es passé par cette phase. Et du coup, toi, t'as pu tout de suite avoir généré en fait beaucoup de capital. Et pour ce type de profil, c'est évident qu'il faut se pencher là-dessus. C'est évident qu'il faut se pencher là-dessus le plus tôt possible. Encore une fois, se référer au futur épisode sur les intérêts composés qu'il faudra qu'on tourne. Mais pour un deuxième type de personne, dont je faisais partie, un petit peu plus créatif, un petit peu plus entrepreneur. Et encore une fois, on n'est pas, je suis pas dans une doctrine Harry Potter, tu es l'élu ici. Hein. On a tous des vies très fluctuantes. On peut être très bon père de famille à un moment et puis se découvrir entrepreneur plus tard ou l'inverse. Il y a pas de stigmatisation ou de case fixe ici. Mais pour ce deuxième type de professionnels, les plus entrepreneurs, bah, je pense pas que ce focus sur l'investissement soit un déclencheur forcément de quelque chose. Je pense pas que juste en continuant à bouffer des vidéos d'investissement, j'aurais juste été frustré parce que en continuant à me focaliser là-dessus, je me serais pas focalisé sur gagner plus d'argent. Et en fait, c'est gagner plus d'argent qui permet d'investir et de faire des investissements vraiment agréables par la suite. Alors, c'est évident que j'encourage tout le monde, même les plus jeunes, à épargner et mettre de côté. Mais comme tu le disais, il y a un moment, faut pas non plus te priver pour mettre 150 balles de côté qui, en soi, ne changeront rien directement. Bien sûr que si tu te forces cette discipline de mettre tous les mois 150 balles, ça va t'amener quelque part et la boule va grossir. Et à un moment, tu auras quelque chose de substantiel qui pourra t'amener peut-être quelque part. Mais pour la plupart, et surtout dans nos professions, aller faire une année assez rushée, aller chercher vraiment du capital, c'est très faisable. Et encore une fois, je pense que c'est un peu représentatif de nos audiences, c'est qu'il y aura de plus en plus de libéraux entrepreneurs. Et pour cela, aller chercher de l'argent. Aller chercher de l'argent, c'est faisable. Ça n'a jamais été aussi simple, sans être pédant vraiment du tout. Mais ça n'a jamais été aussi simple avec tous les moyens digitaux qu'il y a en 2026. Allez chercher du déconventionné, allez chercher d'autres choses si vous avez vraiment faim. Et puis après,
investissez, payez-vous une vraie formation pour vraiment comprendre cet univers une bonne fois pour toutes, puis après potentiellement déléguer si vous avez envie. Et là, vous ferez des investissements qui seront vraiment rentables. Donc c'est un peu ma vision à nuancer, bien évidemment, pour les profils numéro un. Encore une fois, si tu as une carrière plus classique, bah, commence le Ouais, plus tôt mais possible. je suis assez d'accord Mais avec toi, hein. Pour rebondir, en fait, je pense que finalement, on est assez raccord là-dessus, dans le sens où pour moi, l'investissement ne doit pas être la priorité. Quand je parlais du fait, en gros, que tu regardais des vidéos d'investissement et que ça t'avait peut-être emmené jusqu'ici, c'était plus le fait, tu vois, de commencer à t'intéresser à l'argent, à comment ça fonctionne, tu vois, parce que l'investissement, c'est très large, hein. L'investissement, tu peux avoir de l'investissement IMO, tu peux avoir de la crypto, tu peux avoir de la bourse, tu peux avoir plein de types d'investissements différents, tu peux avoir de l'investissement sur toi-même. ouais, Tu vois, t'as peut-être raison, que moi si je tu n'avais parlais plutôt pas, si t'avais bourse pas dans mon commencé exemple. à creuser un peu le truc, peut-être que tu n'aurais pas eu autant envie de développer ce côté entrepreneurial. Par contre, après, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que investir dès le départ 100 balles ou 150 balles n'est pas forcément le levier le plus puissant pour développer sa carrière. Mais je pense que les deux sont compatibles. En fait, tout dépend de la temporalité que tu as envie de mettre en place. Si tu sors de l'école, tu es focus, tu as envie de comprendre l'investissement, ça t'intéresse, tu as vraiment envie de creuser ce sujet-là, creuse-le une bonne fois pour toutes, mets en place une stratégie que tu comprends, que tu maîtrises et qui, tu verras, ne te prendra pas énormément de temps par la suite, hein. Moi, une stratégie d'investissement avec les personnes que j'accompagne, ça prend entre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures par mois, grand max. Donc, c'est pas extrêmement chronophage une fois en place. Non, Et clairement. l'avantage, une fois que c'est en place, c'est que tout ce que tu vas développer comme revenu par la suite et tous les leviers que tu vas pouvoir activer, tu auras déjà la structure d'investissement derrière pour activer des revenus, faire un vase communicant en fait, hein. Tu remplis un vase des revenus et tu remplis le vase d'investissement avec toute la bonne base que tu as créée, tu vois. Non, clairement, clairement, c'est à nuancer, hein. Mais comme tu l'as dit, c'est des univers vastes. Moi, je parlais vraiment de ce qui était plutôt boursier, marché financier. Là où je me suis vraiment lancé au début, ben c'est plutôt dans l'immobilier au final, quelque chose que je trouvais de plus tangible et de plus actionnable. Alors rétrospectivement, tu vois, c'est un peu débile de penser comme ça maintenant, mais à l'époque, c'est comme ça que je l'avais vécu. Et je pense que c'est plutôt ça, ouais, faut avoir des moments révélation. Je pense que ouais, c'est bien qu'on en parle, l'épisode intérêt composé. Je pense que ça peut ouvrir les yeux à pas mal de personnes s'ils sont pas trop familiers de ces thématiques. Parce que je pense qu'une fois que tu as un déclic, une fois que tu as compris la puissance de tout cet univers, ça peut avoir vraiment plusieurs mécaniques différentes, hein. Et quand tu as compris les intérêts composés, quand tu as compris l'investissement immobilier, quand tu as compris les optimisations fiscales et que tout ça va se cumuler chaque année, tu te dis, waouh, mais c'était sous mon nez, personne me l'a dit, et tu as l'impression de t'être fait avoir, tu vois. Donc, Bah, c'est le cas, hein. Enfin, t'as pas l'impression de t'être fait avoir, tu t'es fait avoir. Il y a personne qui t'explique ça. ouais, clairement, ouais. Personne t'explique ça. Tu sors de l'école, t'es un bambin, t'apprends à travailler parce que finalement tu sors des stages, t'as appris plein de trucs, mais t'es quand même loin d'être un kiné de 300% autonome qui sait tout, donc obligé d'apprendre. Et après, de l'autre côté, il y a personne qui t'explique tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est investissement. Enfin, voilà, c'est pas des sujets qui étaient abordés, hein. Peut-être un peu plus maintenant, mais moi à l'époque, je pense que j'ai eu peut-être 1 heure de compta en dernière semaine de cours, tu vois. Ouais, on en avait même pas eu, nous. Donc, Ouais, c'est le début. Moi, je crois que c'est la première année où il le faisait. ok. Et après, du coup, je pense qu'on va pas tarder à clôturer l'épisode parce que ça fait déjà 55 minutes. Ça passe vite quand on s'amuse, hein, comme on dit. Et Ouais, moi, j'ai juste une erreur que j'aimerais quand même partager, c'est sur l'achat de ma résidence principale en 2019. Pareil, l'immobilier, très très bon levier, mais faites attention, quoi. Parce c'est que clair. l'immobilier, ça peut aller très vite. Quand on est sur des montants qui sont quand même importants, faire des conneries, ça peut aller très vite. Alors moi, je suis bien retombé sur mes pattes, hein. J'ai pas trop perdu d'argent dans la bataille, mais j'ai voulu acheter ma résidence principale à l'époque. J'ai acheté une résidence principale sur un coup de cœur. Donc c'était un superbe appartement, très beau, beaucoup trop cher par rapport au marché, mais tant pis, il était beau. Du coup, j'ai acheté bien trop cher quelque chose qui ne le valait pas. En plus, il y avait des problèmes sur la copropriété. En plus, il y avait des fuites dans le toit, ce qui fait que pendant 2 ans, j'ai dû me lever la nuit pour aller vider des seaux parce qu'il y avait des fuites aux cheminées sur un appartement que j'ai payé trop cher. Le seum, vraiment, le gros seum. Genre, c'est un truc qui te mine la vie, ça. Genre vraiment, les problèmes sur un appartement, l'immobilier, les locataires, patati patata, ça te bouffe le cerveau et c'est très relou. Donc, faire vraiment attention au premier investissement, raison principale, je peux comprendre qu'on a envie de le faire.
Moi, j'avais envie de le faire. Finalement, 7 ans plus tard, je l'ai revendu. Je suis retombé sur mes pattes. C'était ma première expérience. Très bien. Mais toujours essayer d'avoir cette. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais même sur une résidence principale, avoir cette vision investisseur, cette vision peut-être, voilà, prendre un lot qui est un petit peu en dessous du marché, faire quelques rénovations à l'intérieur. Il y a de belles choses à faire, même avec une résidence principale. Surtout que si vous la revendez plus tard, vous n'avez pas d'imposition sur les plus-values sur la résidence principale. Donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir cette vision investisseur, même si vous voulez habiter dedans. Moi, c'était un peu ma grosse erreur, c'était d'y aller tête baissée, coup de cœur, sans réfléchir, quoi. Ah, totalement, totalement. Et c'est comme ce que je dis en formation par rapport à la recherche de locaux professionnels ou pas, enfin, les futurs potentiels locaux pour créer ton cabinet, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Et emplacement, c'est au sens large. À quoi ressemble la rue? Je dis toujours, est-ce qu'il y a des restaurants? Est-ce que ça va sentir la bouffe tous les jours? C'est peut-être un truc qui te fait rire là maintenant, mais quand tu l'as au quotidien, ces petits désagréments, est-ce qu'il y a un train qui passe juste à côté? Est-ce que tu es sensible à ce genre de choses? Est-ce que tu as des voisins chiants? Moi, pareil, sur mon premier achat de résidence principale, catastrophique là-dessus. Euh, Après, je serais pas trop strict non plus. C'est là où je nuancerais ton propos. C'est que la résidence principale, alors oui, si t'es solo, si t'es investisseur et que t'as la dalle, il y a moyen de faire de très, très, très belles choses. Ça veut dire, si tu trouves le bien parfait, pépite, dans un bon emplacement et qui est épave, bah, tu le remets à neuf, tu fais énormément de travaux, tu viens augmenter, en fait, sa valeur, en plus de jouir du bien en vivant dedans 1 ou 2 ans. Et après, tu viens le revendre avec plus-value, totalement exonéré. Donc, c'est un coup de maître. J'ai des amis qui ont fait énormément, bah, leur premier 100 000 euros, ils les ont fait comme ça. Donc, c'est Pareil. une stratégie ultra intéressante si tu es motivé. Après, pourquoi je nuance? Bah, parce que souvent, on est deux. Et des fois, madame, bah, en fait, elle veut pas se taper 8 mois de travaux et manger des pâtes pendant ce temps-là. Des fois, ben, comme toi, en fait, un appartement coup de cœur, ben, c'est cool. Tu y vas, tu poses tes valises et vamos. Et c'est génial. Mais par contre, bien réfléchir à toutes ces thématiques, hein, tu l'as bien précisé. La résidence principale, encore une fois, on en parle ici, investissement, premier 100 000 euros, investissement. Résidence principale, c'est ton havre de paix. C'est là où tu vas te ressourcer tous les jours. C'est là où tu vas dormir. Et si tu viens avoir des problèmes chaque jour, tu rentres, tu mets la clé dans ta serrure, là, tu ouvres ta porte et tu dis waouh, je l'ai payé beaucoup trop cher, ou waouh, ma voisine c'est une grosse connasse, ou waouh, j'ai une fuite dans le toit. Bah, tous les Ouais. jours en mettant cette putain de clé dans la serrure, bah, tu vas te redire ça va te bouffer, tu vas pas dormir, ça va t'angoisser, du coup tu vas être moins performant au cabinet, tu vas être moins performant si tu veux entreprendre à côté, et tu vas être moins focalisé sur investir. Tu veux juste partir au plus vite, même si tu as des pertes à prendre. Et c'est ce que tu as fait. Alors toi, tu n'as pas eu de pertes, hein. Franchement, bien joué Clément. Mais tu as coupé le truc au bon moment. Et comme ça, tu peux réallouer cette somme d'argent et la mettre autre part. Et je finirai juste avec une petite précision, parce que tu l'as dit au début. La différence avec l'immobilier, c'est que tu es sous booster. Tu es sous gros Ouais. booster. Sur les marchés financiers, c'est ton argent que tu mets. En immobilier, la beauté de la chose, c'est que c'est souvent l'argent de la banque. D'accord? Donc, tu es sous gros booster. Tu mets 10 000 balles et en fait, tu prends un truc à 150 000 balles, par exemple. Même 200 balles. Pourquoi 200 000 balles? Bah, ça, c'est super bien si tu es formé et tu sais ce que tu fais. Ça veut dire que tu vas pouvoir générer beaucoup plus d'argent. Par contre, si tu t'es trompé, bah, tu vas devoir perdre beaucoup plus d'argent. Et ça, tu le vois pas directement parce que tu es sous prêt. Mais par contre, tu vas devoir payer des mensualités ou si tu revends moins cher, bah, il y a un moment, la banque, elle va venir avec un gros reste à payer qui sera de ta poche. Donc, tu as bien fait de mettre les warnings. Moi, c'est une stratégie que j'adore, hein. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais il faut nuancer un peu avec les propos que tu vas retrouver sur Instagram, YouTube, etc., qui te disent que le 110% super facile, ça fait Ouais. que monter l'immobilier, c'est super facile de vendre, nanani nanana. Faites vos devoirs avant de vous lancer. Ça c'est Surtout clair. quand, surtout quand vous êtes jeune. Je pense que l'erreur en fait principale, c'est de vouloir acheter trop vite sa résidence principale euh, en faisant des erreurs. Parce que les erreurs que vous faites sur une résidence principale sous boost de la banque avec l'effet de levier sont des erreurs qui vont vous freiner énormément parce que par rapport à votre patrimoine finalement réel, c'est un gros pourcentage, tu vois. Si tu fais une erreur à 10 000 balles sur un patrimoine à 20 000, bah, tu t'es niqué 50% de ton patrimoine. Tu vois, aujourd'hui, je vais sur mes 32 ans. Là, on va construire la maison. Je mets pas mal d'apports. L'achat, il n'est pas raisonnable. Il n'est pas du tout investissement mindset. C'est de ça que Pas je du parlais, tout. tu vois. C'est du brûle fric. Vraiment, je crame l'argent. Mais à un moment donné, il faut aussi répondre à des objectifs de vie. Et investir pour finir le plus riche du cimetière, ça n'a pas de sens. Du coup, il faut utiliser l'argent à un moment donné. Mais pas trop tôt, quoi.
ou en tout cas, faites bien gaffe aux erreurs que vous faites quand vous êtes jeune parce que ça va vous freiner de ouf. Ah, totalement. Et d'ailleurs, pour finir, je me souviens juste plus de l'auteur. Pour féliciter tous ceux, pour féliciter tous ceux qui sont arrivés là à cette heure de podcast, c'est bien long. Merci d'avoir été jusqu'ici, hein. Franchement c'est top, merci du soutien, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez, je sais que ça fait cliché mais c'est ce qui va nous booster nous pour notre début et faire qu'on va continuer, partager de plus en plus de valeurs, etc. et passer des bons moments ensemble. Mais du coup pour vous remercier et pour faire vraiment illustrer ce que tu viens de dire, il y a un livre de dingue, s'appelle Die with Zero, donc littéralement mourir avec zéro. Et c'est écrit par Bill Perkins et c'est super passionnant. Ça ouvre. Enfin, on a souvent ce syndrome de l'immortalité en fait quand on vient parler investissement, intérêt composé. Je me saigne pour dans plusieurs années et pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, j'ai le père d'un pote qui a fait un AVC. Voilà. Et ça te met une baffe. Ça te met une baffe de. Il a beau avoir excessamment bien réussi sa vie. C'est une personne vraiment qui a bien réussi, un putain d'entrepreneur. Bah voilà. Faut retravailler les bases. Tu perds ton autonomie. Tout ton monde s'effondre. Et voilà, donc Die with Zero, c'est justement tout l'art de, à certains moments de ta vie, de commencer à soit transmettre, si tu as un âge un peu plus avancé, commencer à réfléchir à toutes ces stratégies, et sinon aussi profiter. Et c'est ce que tu fais bien de faire avec ta maison. Il y a un moment, si tu veux développer ta famille, si tu veux continuer à t'épanouir, si tu veux avoir ton havre de paix et que ça te booste au niveau productivité avec toutes les sociétés que tu as maintenant et tous les projets dans lesquels tu t'embarques, tu es obligé d'avoir ce petit centre Pokémon là pour te remettre à 100%, quoi. C'est inévitable. Et ça, tu peux pas raisonner en investissement. C'est pas quantifiable, en fait. Et puis ça motive quand tu réalises des objectifs comme ça parce que finalement, tu te vois que tu as bossé pour ça. Et les accomplissements sont hyper importants pour continuer d'avancer parce que, tu vois, il y a un truc qui est... La construction de la maison est extrêmement chère par rapport à ce que je pensais. Du coup, on va pas devoir faire la piscine. Du coup, moi, j'ai un espèce de but dans ma tête, là, c'est que l'année prochaine, j'ai 40 000 balles de plus quelque part. Enfin, je sais pas, je me suis démerdé pour trouver 40 000 euros pour faire la piscine, tu vois. Flemme de refaire venir un tracteur qui va me défoncer le jardin pour creuser un trou une fois qu'il sera fait. Donc, on va trouver 40 000 balles pour ça. Et ça revient un petit peu avec ce qu'on disait au début. Gagner plus est un des plus gros leviers. Quand on arrive à les débloquer, c'est super puissant. Ouais, merci pour votre attention, tant d'attention. Si je tutoie, j'ai plus l'habitude de vous voyer, toi plus de tutoyer, mais je pense que tu as raison, c'est plus proche des personnes qui nous écoutent. Donc si tu as kiffé l'épisode, comme l'a dit Paul, n'hésite pas à laisser 5 étoiles aussi sur les plateformes de podcast parce que c'est le début, donc ça va nous aider à faire découvrir notre travail. À poser des questions aussi, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça nous permettra d'avoir des sujets, je pense, pour la suite. On ira mettre le nez dans les commentaires, évidemment. Et puis, si tu n'as rien à rajouter, Paul, je pense qu'on peut se dire à très bientôt. Yes, c'est tout bon. Surtout, éviter de faire les mêmes conneries qu'on a pu faire. Quoique je pense qu'on s'en sort quand même pas mal pour échanger avec pas mal d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui ont fait bien pire que nous. On n'a pas eu de gros rattrapage ici, 20-30 000 euros au bout de la deuxième année de la régule. On n'a pas eu tout ça là-dessus. Okay, j'en garde une. On la garde pour la suite ou un bonus si jamais. Mais ouais, je pense qu'on s'en est bien sorti. Mais bref, malgré tout, je pense que nos erreurs concernent une grande majorité de personnes parmi les professionnels libéraux en France. Donc faites pas la même chose. Formez-vous. Ouvrez YouTube, d'accord ? Ouvrez YouTube, formez-vous, lisez des livres, et puis une fois que vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, essayez de trouver des profils formateurs qui vous intéressent et lancez-vous, ok ? En attendant, c'est tout pour cet épisode 2, j'espère que ça t'a plu, et on se retrouve très vite pour le 3e. C'était Paul, ciao ciao. À plus.